projet de ce meeting, ce sera vraiment de parler de scénarisation, de format d'activation, tout ça dans une logique marketing pour les annonceurs. Alors, en termes de sommaire, on va faire une brève présentation du groupe Taïwan, très rapide. Derrière, pour attaquer le vif du sujet, on va parler des types de data, parce que finalement, les data, on en trouve de plusieurs types aujourd'hui sur le digital, donc on va un peu le détailler. Derrière, on va parler d'effets de maximisation de l'utilisation de la data, et surtout la réconciliation des data qui peuvent répondre aujourd'hui à des problématiques d'annonceurs. Derrière, on va plutôt parler des formes d'activation média, parce que, encore une fois, sur le digital, il peut y avoir beaucoup de formes d'activation, entre le display, la vidéo, le social, voire même sur des téléphones comme le SMS. Voilà, on va le détailler. En cinquième point, on expliquera l'exemple d'application concret. Ici, ce qu'on a choisi, c'est le secteur automobile, parce que c'est très bien. Et pour terminer, on va parler un petit peu de data vise. Comment visualiser l'ensemble de ces KPI pour un bon pilotage de sa campagne digitale. Alors, pour nous présenter, aujourd'hui, Taïwan Group se positionne comme étant une société de marketing services dans l'activation média. Voilà, ce média peut avoir plusieurs formes, et en termes de structure et d'organisation interne, on est séparé par type de technologie. Voilà, aujourd'hui, on le sait. Donc ici, il va y avoir des experts sur les sujets sociaux, il va y avoir des experts sur les sujets de performance, programmatique, mobile, etc. Et la philosophie de la société aujourd'hui, il va découvrir l'ensemble du tunnel de conversion, c'est-à-dire de la première touch entre une marque et un internaute jusqu'à sa conversion, voire sa fidélisation. Donc ici, les sujets marketing qu'on va découvrir sont à la fois branding, prospecting, apport de trafic, acquisition, transformation, et encore une fois, jusqu'à la fidélisation sur des logiques de CRM. En termes de taille, aujourd'hui, on est à peu près à 150. Bon, c'est pas tout à fait à jour, en réalité, je pense qu'on est plus de 180. Un chiffre d'affaires généré de 50 millions d'euros. On est présent sur 15 pays. Le siège est situé à Levallois-Perret. En France, on a des locaux à Levallois, à Lyon et à Bordeaux. On est présent également en Europe, en Espagne, en Italie et à Londres. Plus de 1000 actifs à date sur la globalité des entités du groupe Taïwan. Alors, pour attaquer directement le vif du sujet. Donc, l'idée, c'est de parler déjà un peu de data, c'est faire un peu d'introduction. Voilà. Déjà, pour commencer, la première chose, c'est qu'il existe différentes catégorisations de data. Voilà, la first party, qui est la data propriétaire annonceur. La seconde partie, qui est la donnée déclarative publisher. La third partie, qui est la collecte plutôt via le provider, pardon. Donc ici, on va les catégoriser, parce que finalement, elles n'ont pas exactement le même impact et pas la même utilisation. Derrière, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il existe une technologie sur le marché qu'on appelle les DMP, qui permet d'aller classifier, organiser et mieux utiliser la data. Quand je parle de mieux utiliser, évidemment, ça répond à un besoin marketing qui soit quantitatif. Derrière, le DMP, ce qui va permettre, c'est effectivement d'aller classifier toutes ces données, hein, puisqu'on parle de big data, on parle de segments, on parle de catégorisation, on parle de données intentionnistes, des centres d'intérêt, on parle de beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est d'aller créer des segments qui permettent d'avoir une logique marketing par rapport à un besoin. Exemple très concret, si je prends un annonceur e-commerce, le type de segment peut être client actif, client inactif, actif et inactif. Derrière tout ça, quatrième étape, aujourd'hui les technologies en programmatique marketing permettent d'aller réinjecter ces datas dans des outils d'achat média programmatique avec des DSP. Donc aujourd'hui, la connectivité est active. Ici, on est vraiment sur un système de LND sur lequel, une fois que le segment de est identifié, on peut l'intégrer sur un DSP. L'idée derrière, évidemment, c'est d'aller activer ce média. Ce média peut avoir plusieurs formes, comme je le disais, display, vidéo, notre advertising, sur du social, sur Facebook par exemple, quelques stock devices, mobile, tablette, desktop, voilà. Ça peut être divers et variés selon la stratégie d'annonceur. L'idée évidemment derrière, on va aborder en
comprendre surtout, de comprendre l'impact. Encore une fois, j'insiste, l'impact doit être quantitatif pour pouvoir mesurer le succès ou l'échec d'une campagne. Et aujourd'hui, on est sur le marché beaucoup d'outils de data analysis qui nous permettent de visualiser tout ça. Donc là, c'est un panorama très générique sur l'utilisation de la data en programmatique. Ces variétés, first partie, seconde partie, les logiques très globales, la segmentation, la technologie sur le rapport sur le PSP. Donc là, on a affaire à un panorama très global. Alors, s'il faut positionner Taïwan par rapport au schéma que j'ai montré juste avant, qui est le schéma plus générique, aujourd'hui, la société Taïwan va proposer deux grandes familles de data. Tout à l'heure, on a vu qu'il y en avait trois. Donc ici, on a aussi vu que Taïwan est proposé par type d'entité, au niveau de 7. Donc aujourd'hui, le groupe Taïwan va proposer la donnée seconde partie via l'entité qu'on appelle chez nous l'entité de Michigan, qui sont les propriétaires de notre propre site. Propre audience, on va collecter sur notre propre site. Donc ici, ça va être de la donnée à la fois navigationnelle, ça va être de la donnée déclarative de par des formulaires. Tout ça sur des verticales très précises, comme le domaine de l'automobile, le domaine du telco, de la maison, de la formation. Donc ici, le travail finalement de Taïwan Publishing, ça va être de collecter des prospects qualifiés via des leads évidemment, sur lesquels on va pouvoir créer des profils par rapport à des produits. Juste à droite, via l'activation média qu'on opère aujourd'hui, parce que c'est le métier premier, l'activation média, on va pouvoir aussi collecter la donnée navigationnelle. Aujourd'hui, la donnée navigationnelle, nous, on choisit en fait de la classifier sur un standard IAB qui permet finalement d'avoir une catégorisation qu'on trouve sur le marché. Donc là, par rapport à l'activation média globale qu'on a fait, on collecte de la data. Ici, par rapport à ce regroupement entre la seconde partie et la seconde partie, ici, il y a le DMP, on a créé une taxonomie très particulière. Ici, en fait, séparé en quatre grandes familles de la donnée d'intérêt, de données d'intention, de données moments de vie. C'est aussi un positionnement qu'on va avoir par rapport à des scénarisations de campagne, et aussi la donnée socio-démo. Pour information sur la vérification des données, on va passer par des partenaires tiers. Ici, en fait, un partenaire vérificateur de données et Comscore qui va permettre à un moment de vérifier la donnée aussi qu'on va collecter et surtout sa bonne catégorisation. Derrière, comme vu juste avant, l'idée c'est catégoriser la donnée, l'activer, quel que soit le format, display, vidéo, social, quel que soit en fait le canal derrière qui se pose, quel que soit le device. Donc ça peut être desktop, tablette ou mobile. Alors, donc, la data, oui, catégorisée, oui, et finalement pour quel indicateur de performance. Donc ici, une des réflexions qu'il faut aussi avoir en amont, c'est comment je vais mesurer la campagne et quel est le but de la campagne. Donc ici, sur un schéma assez large et générique, déjà en premier lieu, je peux utiliser la data pour opérer une campagne de branding. La campagne de branding ici, c'est pilotage sur des KPI quantitatifs. Donc des exemples de KPI, la conversion sur cible ou GRP, que je peux comparer évidemment à ma pub télé. Mon taux de complétion, quand je parle d'une campagne vidéo, voilà, taux de complétion, donc c'est la capacité à l'internaute à voir l'intégralité de la vidéo. Si j'ai un taux de complétion à 80%, ça signifie 80% de la vidéo. Ça peut être aussi de l'enquête post-diffusion via des cabinets. Voilà, j'ai une campagne, derrière je prends un panel et je vais poser des questions sur de la notoriété spontanée, est-ce que le produit est identifiable, est-ce que le service est écouté par le public, voilà. Ça peut être ici des indicateurs qui permettent de mesurer la campagne branding. Au second point, évidemment sur un site web, l'apport de trafic. L'apport de trafic peut être mesurable par des notions de clic, de rebond, de temps passé sur le site. Voilà. Est-ce que la data utilisée dans le cadre de ma campagne me permet de générer
plus de temps passé sur site que par exemple une campagne sur Google. Voilà. Parce qu'il y a des comparaisons à faire. Le nombre de pages vues également par rapport à la nature de ma data. Parce qu'à un moment, je vais savoir, je vais diriger le trafic sur les pages que je souhaite, par exemple. Et enfin, évidemment, la partie conversion et acquisition. Donc là, sur des métriques peut-être plus standards, comme un taux de transformation, voilà, la capacité à un internaute à les transformer sur un site. Est-ce que j'ai rempli un formulaire? Est-ce que j'ai effectué une vente en ligne? Voilà. Est-ce que l'utilisation de la data, moi, me permet de demander le panier moyen? Voilà, parce que peut-être ici, dans le cadre de ma campagne, j'ai utilisé un segment CSP+, pour lequel le but du jeu est d'augmenter le panier moyen. Si je parle plutôt d'acquisition de nouveaux prospects, est-ce que l'utilisation de data socio-démo me permet de corréler le nombre de mon lead? C'est-à-dire qu'ici, est-ce qu'il va y avoir un lien effectif entre un profil socio-démo et le lead que je vais connecter? Donc voilà, tout ça en fait, c'est juste qui permet aussi à un moment de valoriser, de dire ok, l'utilisation de ma data elle est effective sur ma campagne, ou alors elle a un effet nul, voire négatif. Donc ici, toute la stratégie va consister déjà à définir son objectif, définir quel est le pilotage, et surtout, évidemment, choisir ses bonnes sources de data. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est la nature de data, dans quel objectif, et finalement, ce qui reste un schéma plutôt classique digital. Donc, j'ai une campagne, j'utilise de la data, puis sur une campagne Facebook, on peut très bien aller chercher du profil parisien entre 25 et 35 ans. Donc là, l'objectif de la réflexion, c'est d'aller aussi un peu plus loin et savoir comment on peut mieux scénariser l'audience qu'on va utiliser. Donc, aujourd'hui, en termes de constat, c'est qu'il existe sur le marché beaucoup d'acteurs qui va proposer son audience, sa data. Voilà, un peu plus vulgairement, on s'appelle les data providers. Déjà, nous, Taïwan, ici, beaucoup d'acteurs sur le marché. On est cité des gens comme Adobe, des gens comme Webporama, Expert sur la partie vente mobile. Voilà. Donc, il y a un paquet de gens en plus sur le marché qui est assez large et exhaustif. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut aussi constater, c'est qu'elle est assez complexe à identifier. Voilà. Moi, annonceur, je ne connais pas le système, je ne connais pas Axo. Comment je différencie si c'est les deux sont les meilleurs? Voilà. Ça, c'est aussi un constat qui est fait aujourd'hui par les annonceurs. Comme je disais précédemment, l'identification de mon objectif et le tablier sur lequel je vais piloter la campagne est littéralement stratégique. Aujourd'hui, via les sujets de conversion qui sont de plus en plus complexes, parce que les comportements et les usages des internautes sont de plus en plus complexes, de par la multiplicité des écrans, de par la multiplicité des formats, complexifie la vraie valeur ajoutée de la data à un moment ou à un autre dans une conversion. Et voilà, compliqué à dire si à un moment la manipulation de data sur du haut tunnel, est-ce qu'elle aura un effet sur mon bas tunnel? Et voilà, ça c'est aussi lié à des choses sur l'identification de l'objectif quantitatif. Et aujourd'hui, évidemment, on est sur des plans médias, sur des services. Donc, un peu à résumer de ce que je viens de dire juste avant, on veut vraiment piloter finalement l'achat média, l'achat data, finalement quel est mon retour sur investissement, quand je vais acheter au moment de l'année à 3 € d'huile, quel est mon vrai ROI. Voilà, c'est aussi complexe à identifier. Donc ici, ce qu'on souhaite partager avec vous, c'est d'apporter une intelligence marketing qui soit plus forte, non pas sur un schéma classique, sur une activation de data et de médias, mais sur une scénarisation un peu plus complexe. Alors, pour illustrer le propos, je vais aller un peu plus vite. Donc là, on est sur un schéma assez classique de ce qu'on retrouve sur le marché. Donc, je choisis ma data sur le marché. Derrière, je vais la segmenter, on en première partie. Ici, sur la segmentation et sur la matérialisation, c'est dire qu'on va avoir à peu près 5000 utilisateurs intentionnistes d'achat immobilier, pardon. Je vais avoir plus ou moins 24 000 hommes-femmes entre 30 et 40 ans. Et donc ça, aujourd'hui, c'est ce qui est proposé par le marché. Et c'est là où, finalement,
tous les annonceurs peuvent se servir. J'achète de ma data, j'identifie les segments, j'active mon média, je vois les effets. Ça, c'est ce qu'on dit juste après. Si la logique qu'on souhaite apporter en termes de scénarisation, c'est un moment faire réconcilier deux sources de data. Et ici, si je prends en fait ce qui peut être proposé par le marché, donc de l'achat via des data providers, là l'idée et la scénarisation, c'est d'aller intégrer de la donnée first party l'annonceur dans la logique marketing. C'est-à-dire qu'ici on va prendre deux informations. L'idée dans tout ça, c'est d'aller identifier les profils communs. C'est-à-dire qu'ici, sur la data seconde et third party, il y a de l'audience commune que chaque annonceur a. Et à un moment, l'audience est commune, l'audience elle est illustrée par un individu, mais en termes de catégorisation de data, le comportement peut être différent. Donc ici, ce qu'on va croiser, c'est des comportements différents qui vont nous permettre d'avoir des logiques marketing. Si je prends un exemple concret, et derrière on aura un exemple sur le marché automobile, si ici je m'appelle Auchan par exemple, et qu'ici j'identifie Henri comme étant un client Auchan, via la navigation en ligne, je me rends compte qu'Henri va à un moment donné naviguer sur Carrefour. Donc à un moment, le point commun entre les deux, c'est que l'individu s'appelle Henri, et qu'à un moment, j'ai un client qui potentiellement pour moi, sur Auchan, est fuyant. Il a visité Carrefour, soit parce que c'est moins cher, parce que c'est plus friendly pour lui, voilà. Donc, par rapport à deux informations, on apporte une logique scénaristique qui va permettre de maximiser l'intelligence de la campagne média. Donc, l'idée, évidemment, en fait, sur le croisement des données, la réconciliation des données, dans un premier temps, c'est d'aller matcher les profils communs. Et en matchant les profils communs, derrière, de déterminer un scénario qui facilite la campagne globale. Donc là, sur la suite, on est sur la même logique que précédemment vu. Donc, réconciliation des données, matching des données, logique marketing qui permet de répondre à un besoin. Et derrière, la même logique technologique, paramétrage des segments, réimportation et diffusion média, quels que soient les formats, quels que soient les IS. Des exemples d'applications assez génériques pour les annonceurs. En premier lieu, ça permet d'enrichir un CRM, d'augmenter la connaissance client par rapport aux habitudes navigationnelles de l'internaute. Puisque ici, ce qui va aussi connecter un annonceur, c'est uniquement ce qui va se passer au sein de son environnement, donc au global de son site. Voilà. Si je prends l'exemple d'un secteur sur le travel, c'est le croisement entre une base de clients non actifs et à un moment le matching de ces mêmes users qui à un moment font de la recherche de vol. Donc ici, l'idée, c'est d'aller en termes de marketing, d'aller nous proposer une offre promotionnelle pour lui faire aussi un peu revenir à la maison, faire en sorte que ce client devienne actif. Si je prends le secteur du médéine, là on est sur l'exemple en fait sur le croisement entre de l'achat d'un produit spécifique et derrière de la visite de ce même produit sur d'autres canaux. Donc là, l'idée c'est d'aller nous proposer une communication dédiée sur ce produit, parce que peut-être que ce client qui est négatif n'a plus conscience qu'à un moment ce produit est référencé sur la marque. Voilà. Donc, encore une fois, la logique sur laquelle on va croiser les deux données, entièrement une information et l'appliquer derrière sur une campagne marketing. Le secteur auto, alors on va largement détailler tout à l'heure. Et c'est aussi d'établir des stratégies anti-churn. Voilà, moi je suis client Peugeot 208. Si à un moment je réserve un essai pour le Citroën, le recroisement de ces données me permet d'identifier qu'à un moment je suis en recherche de véhicule. Et en plus de ça, je peux probablement passer sur votre marque. Donc voilà, cette logique, en fait, cette réflexion derrière permet d'activer le bon message et le bon média. Donc ici, voilà, en micro-conclusion par rapport à tout ça, le choix de la nature de cette audience est déterminante. La réflexion est primordiale dans le sens où on part finalement
finalement presque la fin, c'est qu'est-ce qu'on veut chercher. On veut établir une strat anti-churn, on veut réactiver les clients inactifs qui sont fuyants, on veut maximiser la vente d'un spécifique. Derrière, c'est une fonction marketing, c'est d'apporter des produits technologiques qui permettent de dire finalement, si je prends le pitch de données, ça me permet moi en fait d'avoir des conclusions qui répondent à mon besoin, je réactive mon média. Donc ici, au-delà finalement d'une simple, je vous dis entre guillemets, activation de médias qui est une source de données, là aussi la réflexion elle est vraiment d'aller réconcilier deux sources d'audience pour apporter de l'intelligence marketing. Et là, je vais passer la parole. Donc, une fois que vous avez identifié vos sources de data exploitables, les providers avec lesquels vous allez pouvoir travailler, vous avez identifié vos objectifs, on va passer à la deuxième étape qui va constituer à identifier les canaux, les leviers d'acquisition qui vont pouvoir exploiter cette data que vous avez à votre disposition. Donc pour illustrer un peu le propos, on a décidé de segmenter de manière assez vulgaire en deux parties. Une partie qui est directement liée aux leviers digitaux, donc on reviendra sur ces leviers-là en détail, et une partie plus orientée données froides, pour ne pas dire téléphone, qui va être une des datas les plus efficaces en termes de marketing direct, si elle est bien traitée. Je laisse la parole. Donc, un des premiers formats est le format programmatique, on en a pas mal parlé juste avant. Donc là, on parle d'achat médias automatisés et de technologie programmatique. Donc là, pour le décrire très rapidement, je ne vais pas rentrer en détail, vraiment dans le détail. Donc c'est l'achat média qui est opéré via des outils marchés qu'on appelle des DSP. Derrière, cette commande est reçue en fait par ce qu'on appelle des SSP. Le SSP, c'est l'interface technologique des éditeurs qui permettent à un moment de traiter la demande des acheteurs médias. Donc tout ça en fait mise sur des marketplaces qui permettent de traiter les médias, qui permettent de diffuser de la publicité. Donc aujourd'hui, le programmatique permet de diffuser sur plusieurs types de formats, globalement un peu plus de sur le digital. Le programmatique permet évidemment d'apporter des technologies, typiquement à l'apport de data. Voilà. Le programmatique permet également d'apporter des outils de mesure qui permettent de tracer la véracité d'une information, d'une donnée, au moment le profil socio-niveau, voilà, sur le marché. Tout à l'heure, je citais Comscore comme étant une métrique qui va nous en fait sur le marché, des gens comme Data Science ou Hadoop, j'en passe des meilleurs. Voilà, le programmatique aujourd'hui est un socle technologique qui permet d'activer du multi-format en important de la brique technologique. Deuxième levier qui devient aujourd'hui incontournable en termes d'exploitation de data et d'activation média, ça va être les réseaux sociaux et notamment Facebook. Alors je ne vais pas vous faire un commentaire de Facebook avec sa couverture, sa puissance, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de traitement de data, il y a vraiment deux niveaux qui ressortent. Le premier niveau, ça va être les ciblages que vous allez pouvoir faire sur la data native Facebook. Je veux toucher des hommes de 25 ans qui habitent à Marseille et qui sont fans du Paris Saint-Germain, par exemple, ça existe. Mais derrière, il y a un deuxième niveau qui va être l'exploitation de votre data que vous allez onboarder sur Facebook. Concrètement, vous prenez votre base de données client, vous l'injectez dans Facebook et vous allez pouvoir activer 2 à 3 stratégies différentes. On en a identifié 2, mais les points que je rajouterai. Le premier niveau, c'est de dire ma base de clients, je vais la chercher sur Facebook. On va faire du matching profile. Donc là, on est pour une stratégie CRM. Je prends mes clients, je sélectionne les médias Facebook. La moulinette Facebook va tourner et va être capable d'identifier mes propres clients sur ce support-là. À partir de cet onboarding de data, la moulinette Facebook va déterminer que le cœur de cible de ma base de données est constitué d'hommes ayant 25 ans, habitant à Marseille et en fan du Paris Saint-Germain. Mais dans votre base de données, vous n'avez pas tous les Marseillais qui sont fans du Paris Saint-Germain. Donc à partir de là, Facebook va pouvoir faire une audience jumelée, lookalike, on appelle ça. Ils vont pouvoir targeter sur Facebook des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que votre cœur de cible. Et ça nous permet finalement d'être dans une stratégie d'augmentation de reach et de couverture sur des critères de sélection qui sont identiques à votre cœur de cible. Et le dernier point que je n'ai pas mis, mais qui est plus sur une dimension de l'optimisation de l'achat,
vous avez aussi la possibilité d'exclure vos campagnes publicitaires à vos propres clients pour optimiser vos dépenses publicitaires. Aujourd'hui, quand vous achetez sur Facebook, vous allez diffuser sur du mobile, sur du desktop, sur Instagram, sur Messenger, et finalement cette stratégie de gestion de data est valable sur tous les autres réseaux, sur Snapchat, Twitter, mais Facebook aujourd'hui est le plus puissant en termes de couverture. L'autre levier qui est intéressant de coupler sur le traitement de la data, c'est un des leviers historiques sur la performance marketing, c'est l'emailing. Alors l'emailing, on va pouvoir le travailler à deux niveaux. Vous avez votre base de données clients. Moi, par exemple, je suis client d'Espresso, j'aime bien les cafés brésiliens. Le service marketing de Nespresso va déterminer que j'ai fait ma dernière commande il y a un mois, il y a 2 mois, j'aime les cafés qui sont forts, ils vont me proposer un autre café dans une logique de fidélisation. Donc ça, finalement, c'est un peu le parcours classique de l'utilisation de CRM. Ce qui est bien intéressant et finalement un peu marrant sur la partie emailing, ça va être tout ce qui va être couplage avec la donnée de navigation. Il y a 2-3 semaines, une fois que j'achète des pneus, je me suis rendu sur un pneu. Je n'ai fait aucune action, je n'ai pas rempli de formulaire, je n'ai rien acheté. Ils vont passer par des acteurs comme Taiwan Collègue, comme Hyperflex, et j'ai reçu un mail dans les 5 minutes qui ont suivi en disant « Hey, salut, Henri, t'es venu sur mon site, n'oublie pas qu'il y a une promo ». Là, vous êtes clairement dans une stratégie de conquête et d'augmentation de votre part de marché. Donc l'emailing à ce niveau-là, si bien travaillé, va être aussi efficace en termes de touch et de touche avec vos clients. Et alors, le dernier canal d'acquisition, et pas des moindres, ça va être tout ce qui est lié à l'exploitation du numéro de téléphone. Le téléphone aujourd'hui, c'est une des données les plus efficaces dans les actions de marketing direct, parce qu'au final, vous allez pouvoir rentrer directement en contact avec vos clients, avec vos prospects. C'est une des données les plus fiables. Alors, on a tous déjà rempli des faux numéros sur des formulaires, sur des jeux concours, mais à l'inverse, sur des secteurs plus traditionnels, comme de la vente de véhicules, la souscription d'abonnement pour changer de FAI, l'ouverture d'un crédit immobilier, si votre commercial fait bien son taf, il n'y a aucune raison que le numéro soit faux. Du coup, la donnée sera faite à 100%. L'inconvénient, c'est que c'est une data qui coûte de plus en plus cher, justement, de par les activations et les actions que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, on peut dissocier 2 typologies d'actions liées au téléphone, liées au numéro de téléphone. Le premier, le SMS. Le SMS, vous recevez un message, ça vibre, ça clignote, ça va rouge, vous lisez le message. On est sur des taux de lecture qui avoisinent les 95% en termes d'efficacité, là où finalement, à l'emailing, on va plafonner à 20% de couverture. L'avantage du SMS, c'est que vous allez pouvoir mesurer les actions directes qui sont initiées par cette activation. Vous pouvez intégrer un lien traqué, vous allez pouvoir mesurer finalement la conversion qui va être faite sur votre site ou sur votre application, ou alors, comme l'exemple de Café Coton, vous allez pouvoir mesurer des actions directement dans le point de vente où votre consommateur devra présenter le texto en magasin pour bénéficier d'une promo de chemise à 70 balles. L'inconvénient de la partie SMS, au final, ça nécessite une action de la part de l'utilisateur. Il doit cliquer sur le lien ou alors il doit se rendre en magasin. L'autre facette de l'utilisation du numéro de téléphone, finalement, c'est la connexion de votre CRM avec un call center. Aujourd'hui, si votre base de données est très bien structurée, si elle est bien enrichie, il n'y a aucune raison que votre call center ne soit pas efficace en termes de conversion téléphonique. Je vais prendre un exemple. Vous êtes client, je ne sais pas, BNP par exemple, qui a un concurrent chez eux, et vous décidez d'aller renseigner pour l'ouverture d'un crédit IMO, pour l'achat d'une acquisition, pour la cristallisation. On est sur le site, évidemment, vous téléchargez une documentation, vous demandez un rendez-vous. Si l'info est envoyée quasiment en temps réel et votre call center est capable d'interpréter les actions que vous avez faites sur le site, nettement plus efficace, nettement plus important que si votre call center sera sur une prospection en dur sur un fichier. Ça peut paraître évident quand on le dit, mais on a encore des acteurs qui vont encore dissocier le traitement de leur data avec le call center. Donc une fois qu'on a finalement identifié ces data, les canaux qui vont pouvoir exploiter cette data sur la partie média, il va falloir aller sur l'étape 2 qui va être la partie média planning. Alors, on a pris comme exemple le secteur automobile parce que c'est un secteur qui est important au sein de Taïwan et dans la vision publishing. On est éditeur de site, un site qui s'appelle réservanessai.com, qui est un émulateur.
et qui propose en fait aux internautes, aux consommateurs de s'inscrire et d'aller essayer des véhicules en concession. On va générer en moyenne entre 8 à 12 000 demandes d'essai par mois, donc c'est un secteur qu'on connaît très bien. L'avantage que vont avoir les évolutions avec lesquelles on travaille, c'est qu'au-delà de l'intention d'essayer un véhicule, on va fournir d'autres data qui vont venir enrichir la qualité du lead généré. La notion de projet, quand est-ce que je vais acheter un véhicule, que je dans les 3, 4, 5, 6 mois, le budget que j'ai prévu, j'ai 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros, quelle marque je possède aujourd'hui et quelle marque je vais essayer. Donc du coup, dans notre exemple, on va se mettre dans la peau d'une marque française qui va être Peugeot. Peugeot a pour objectif de vendre des bagnoles, évidemment, et Peugeot a à sa disposition deux typologies de data. Sa data client, pour ceux qui sont inscrits, qui ont acheté un véhicule avec la marque de véhicule, la motorisation, le prix, la date d'achat, élément important pour la notion de cycle de vie, de relation avec notre consommateur. Et le deuxième niveau qui va être les données de navigation du site. Quelles sont les personnes qui sont sur des pages produits? Quelles sont les personnes qui sont sur des pages d'offres de financement, par exemple? Et à cela, dans son plan média, Peugeot va faire appel à réserveunessai.com pour l'alimenter en lead et en demande d'essai. Donc du coup, on va se retrouver avec réserveunessai.com qui va être un affilié du programme, qui va générer des leads sur son site avec des informations, comme je disais tout à l'heure, marque modèle souhaité à l'essai, intention, budget prévu, délai d'achat et plein d'autres questions qui peuvent être rajoutées. Et alors, une fois qu'on a combiné la data de Peugeot, la data de réserver un essai, l'idée, ça va être de mettre en place une segmentation, ou en tout cas la création de clusters d'audience bien définis. Alors, on vous a mis des exemples assez simples pour illustrer le propos. Alors, toute ressemblance avec une personne réelle et documentaire, bien évidemment. Première typologie de personne, on a affaire à un client Peugeot qui est dans la base de données Peugeot, qui a une 307. Il a été identifié sur le site de Peugeot. Il est allé voir des vidéos, il est allé voir, c'est pas une fiche produit, une autorisation. Et parallèlement, Réserver un essai lui a shooté un email promotionnel, il s'est rendu sur Réserver un essai et il a demandé à essayer une Peugeot 308. Là, vous avez affaire clairement à un client fidèle, on est limite sur un ambassadeur. L'hypothèse de conversion est forte et finalement, il faut juste déclencher un intérêt rapide pour qu'il puisse se reconvertir et redevenir un client. Deuxième typologie de segment, on a affaire à une intentionniste, une personne qui s'est rendue sur réserveunessai.com, qui a demandé à essayer une Skoda Superbe, par contre qui n'est pas client Peugeot. Sur réserveunessai.com, elle dit qu'elle possédait une Passat. Donc là, on a affaire à une personne qu'on appellera intentionniste, un client potentiel, qui recherche un véhicule de segment berline, et finalement notre travail, ça va être de le suggérer, et au fait, il y a Volkswagen, il y a Skoda, mais puis il y a aussi Peugeot qui ont 508. Donc lui suggérer la marque pour que du coup, la marque rentre dans son spectre de considération, dans son benchmark pour l'achat de son futur véhicule. Et dernier profil, notre cher Paul Drogba, jeune homme finlandais qui possède une 208, donc qui est client de la marque. Elle a été exposée sur Facebook à une campagne réservée à un essai, elle s'est rendue sur réservée à un essai, et là par contre, elle a dit qu'elle voulait essayer une Renault Clio. Là, pour vous, en tant qu'annonceur, c'est un piloté rouge de parcours. C'est un client potentiel qui va partir chez un de nos concurrents. À partir de là, l'objectif c'est de rentrer en contact très rapidement avec lui et de le rassurer pour le reconvertir et en refaire un client finalement qui va rester dans notre base de données et pas qui va partir chez notre concurrent. Donc une fois que vous avez établi cette segmentation de votre audience, vous avez identifié en amont les différents canaux que vous allez mettre en place pour exploiter cette data. Vous allez les hiérarchiser. Donc c'est ce qu'on voit sur la partie de gauche en vert. Sur la partie automobile, ces canaux d'activation sont classés par degré d'efficacité. Mais ce n'est pas fiché dans le marbre. Si je suis Gaumont ou Pâté, je fais de la billetterie, le call center n'arrivera jamais dans la conversion. À l'inverse, le SMS sera beaucoup plus efficace. Vous allez pousser un message, allez avec votre belle-mère, voir un film sur les zombies, ça va transformer ces éléments. Donc vous allez hiérarchiser ces canaux d'activation média et vous allez mettre en parallèle le tunnel de conversion de votre prospect pour devenir client. Donc ça part de la première touch, de la première exposition publicitaire, et finalement vous allez lister les différentes étapes qui vont faire que votre prospect
va se transformer en client. Et ces étapes-là seront des objectifs médias. Mon cluster, c'est Lyon. Où est-ce que je veux l'emmener? Est-ce que je vais en faire une cliente ou est-ce que d'abord je ne devrais pas l'emmener sur mon site? Et donc, une fois que vous avez cette cartographie, vous allez juxtaposer en fait vos audiences avec ce mapping. Donc, si on reprend nos trois chevelures, nous avons Emmanuel Mifron, qui, pour rappel, est client de la marque, est intéressé par la marque et a demandé à essayer un véhicule de la marque. Ici, l'objectif, ça va être de contacter Emmanuel Mifron et de le faire revenir en concession très rapidement, parce qu'au final, la négociation va être très rapide. C'est un client qui est convaincu par la marque et le produit, et elle va convertir très rapidement. Donc, objectif, prendre un rendez-vous très rapidement en concession. Notre amie Céline, elle, n'a pas considéré Peugeot dans son choix. Elle veut essayer d'autres véhicules, mais pas Peugeot. Donc là, il va falloir argumenter par le contenu qu'une Peugeot, une 508, ça vaut aussi le coût d'être essayé, ça vaut aussi le coût de l'acheter. Donc là, votre objectif média, ça va être de ramener cette typologie de segment sur votre site. Vous allez observer les pages qui ont été visitées, vous allez mesurer le temps passé sur le site, et ce sera votre premier critère de performance. Et enfin, Paul Brandball, lui, qui est le fameux propriétaire de la marque, mais qui ne veut pas essayer la marque pour une raison de déception ou peut-être pour une surpression publicitaire d'un de nos concurrents. Là, clairement, il faut aller très vite, il faut l'appeler, il faut mettre en avant un avantage client. Hey, salut Polo, rappelle-toi tes clients, tu as moins 15%, donc tu as 1000 € de plus sur la première tarif. Donc voilà. Donc là, c'est des exemples assez grossiers. Mais après, vous pouvez vraiment aller beaucoup plus loin en termes de segmentation de votre tunnel de transfert ou même dans la création de vos segments d'audience. Donc, on a essayé rapidement de vous mettre en fait une sorte de mapping du couplage segment, action et message publicitaire. Encore une fois, ça n'est pas figé dans le marbre et c'est à adapter en fonction de votre secteur d'activité et de votre produit. Donc, vous allez reprendre vos différents segments, le client fidèle, le client client, le client potentiel. Vous allez voir quelle typologie de data vont constituer ce segment. Est-ce que je vais prendre de la data de navigation, de la data issue de mon CRM, de la data issue des partenaires qui m'envoient eux-mêmes de la data du lead ou de la data classique. Et par rapport à l'activation média que je veux coupler, quel message publicitaire je veux faire passer. Donc par exemple, si on prend le cas de figure de notre client fuyant, l'idée c'est de ramener en concession très rapidement. La partie fidélité, c'est de dire, toi en tant que client, tu as un avantage spécifique parce que tu es déjà client de ma marque. Donc finalement, le succès que vous allez avoir dans votre plan média et dans votre stratégie créative, ça va être vraiment de coupler le message publicitaire avec le bon canal d'exploitation de la data et tout ça exposé à la bonne typologie de segment. Donc par rapport à tout ce qu'on dit, donc le choix des segments, la stratégie, le média. Derrière, il y a aussi une question sur le pilotage et finalement, comment je pilote ma campagne. Et on a vu qu'il peut y avoir plusieurs KPI, entre le clic, le rebond, la complétion, le GRP, le transfo, etc., le scoring. Il peut y avoir énormément de choses. Et l'idée aujourd'hui sur le marché, c'est d'avoir aussi des outils très visuels qui permettent de piloter simplement, d'avoir un regard en fait, très clair en fait, sur les KPI qui vont permettre à un moment le succès ou le non-succès d'une campagne, donc des outils qu'on appelle des analyses. Donc on est vraiment sur une représentation qui est sur mesure. Parce qu'aujourd'hui aussi, les plans médias sont hyper complexes. C'est ce qu'on peut trouver sur du Google. Si en plus on couple sur une logique offline, sur 4x3 dans la rue, voilà, il peut y avoir aussi beaucoup de métriques qui peuvent entrer en vigueur. Donc finalement, par rapport à tous les investissements médias publicitaires quels que soient les canaux, aujourd'hui ce qu'on constate c'est que le pilotage est assez complexe, d'où l'idée en fait d'aller proposer des outils sur mesure qui permettent de dégager uniquement une valeur unique par rapport à tout ce qui est fait en amont. Ça permet évidemment de mieux comprendre l'information, de la piloter. Ça reste aussi avec un choix sélectif évidemment un agrégateur de données. Voilà. Est-ce que je choisis un moment d'activer une campagne? Derrière, moi je vais faire travailler mon CRM sur une logique mailing. Voilà, ça peut être deux canaux que je choisis en fait d'intégrer pour mesurer mon retour sur investissement, par exemple.
c'est évidemment une gestion voilà, plus globale de l'intégralité de son média. Là, ici, voilà, deux screenshots, deux exemples en fait, de ce que peut être une interface d'analyse, évidemment tout est personnalisé. Là, on est dans le cadre d'un client pour une association. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un pilotage sur les dons effectifs qui ont été effectués, par rapport aussi à un moment sur quelles vont être les investissements qui vont se passer. On rendit mon acquisition de la transformation. Donc à un moment, là, on est sur des cabines qui sont visuellement très, très simples. Là, ici, j'ai quelle est la répartition socio-économique. Ici, c'est vrai que c'est un petit. Ici, j'ai la répartition en termes de strates. Il y a pour le programmatique, le social, voilà, quelle est la répartition en termes de volume d'impression, quelle est la répartition en termes de budgétaire, quelle est la répartition en termes de retour sur investissement, est-ce que j'essaie de couper un outil parce que je veux être rentable, est-ce que je justement maximise à un moment un levier qui est pour moi très, très héroïste. Il peut y avoir aussi des notions un peu plus annexes comme des notions plus géolocalisées. Est-ce que je constate que moi, mes donateurs se situent majoritairement dans la région parisienne? Dans ce cas-là, je vais faire des choix. Je vais faire le choix en fait de faire une campagne spécifique sur Paris, parce que je constate encore une fois que mon ROI est bon. Donc voilà, des outils vraiment qui permettent d'apporter une couche visuelle, simplifier la donnée, puisqu'on sait aujourd'hui également que l'achat média se fait via beaucoup de technologies, beaucoup d'interfaces. Voilà, pour ce qui est le plus connu, on peut acheter du média sur Google, on peut acheter du média sur Facebook, mais ici pour l'acheteur média, on a affaire à deux interfaces qui sont sur un socle technologique complètement différent, donc une lecture qui peut paraître complexe. Donc là, ces outils, encore une fois, sont des outils qui permettent d'agréger la donnée et de mieux mettre en valeur le KPI qui nous permet de valoriser la campagne. Mesdames et messieurs, l'Académie de Facebook sur Facebook, un levier de trafic puissant et mesurable pour le magasin, va commencer à 12h30 en fin plénière. Alors, si on devait tirer quelques lignes en termes de conclusion, en tout cas, ce qu'il faut retenir de notre prise de parole avec Lucia, bien évidemment, ce qui va être important sur la gestion, la création de votre site, c'est d'avoir une arborescence la plus claire et la plus efficace possible, afin d'avoir un point de tagage efficace et intelligent. Ça vous permettra de savoir vraiment, en fonction des pages qui ont été consultées, à quelle catégorie je peux rattacher le visiteur ou l'internaute qui est sur mon site. Le deuxième point, qui est aussi important, vous devez absolument connaître votre tunnel de transformation et le découper et déterminer à quelle étape vous voulez amener vos clusters d'audience pour justement y adapter l'activation média qui correspond. Et bien évidemment, en fonction de votre retour d'expérience, de votre secteur d'activité, hiérarchiser finalement les leviers d'activation de médias qui peuvent exploiter la data et qui seront adaptés soit à vos produits, soit à vos objectifs, ça peut être de la vente ou de génération. Évidemment, le choix de format de diffusion est déterminant. Les performances entre, comme expliqué en ligne, entre un SMS et une bannière sur mobile ne sont pas les mêmes. Donc ici, par rapport à la manière de piloter la campagne, le choix de ces formats, et globalement, ce qu'on constate par rapport au choix des formats, c'est que les réactions sont évidemment différentes par utilisateur. Sur un SMS, comme je disais en ligne, on est près de 95% de taux d'ouverture, on est sur une réaction immédiate. Là où par exemple, sur de la bannière XP, il est possible de se voir exposer 3, 4 fois, 5 fois la publicité avant de réagir. Je pense qu'ici, il y a peu de personnes, j'espère peu d'annonceurs, qui envoient 2 fois stricto sensu sur un SMS à un utilisateur. Donc, ce qui prouve bien quelque part qu'à un moment, le SMS est efficace, puisque un seul envoi permet d'avoir une réactivité. Donc, tout ça pour vérifier que le choix des formats reste déterminant, piloté par une réactivité, par un effet recherché. Les KPI, j'en ai pas mal parlé. Est-ce que par de branding, dans ce cas-là, quelle catégorisation de branding je vais avoir? Est-ce que j'apporte ma logique offline en fait dans mon branding? Est-ce que je pilote ça sur
de KPI acquisition, apport de trafic, donc ça c'est aussi déterminant et ça doit rentrer dans une logique de tunnel de conversion. Donc encore une fois aussi, connaître ce tunnel de conversion est déterminant quant à l'atteinte de ces KPI. Et comme dit à la fin également, aujourd'hui il existe des interfaces de DataVis qui permettent d'agréger la donnée et d'avoir une représentation visuelle beaucoup plus simple de la donnée, qui permettent aussi de vulgariser certains termes, puisqu'aujourd'hui l'environnement digital, offline et globalement publicitaire, de par l'activation des médias qui sont très variés et de plus en plus complexes. Et voilà pour le topo. Si vous avez des questions, si évidemment à dispo avec Henri, voilà. Merci beaucoup à tous les deux, on va les applaudir. Oui, madame. Je vous apporte le micro. Merci beaucoup. Ma question, c'était de savoir si finalement vous proposez une plateforme à disposition des directions marketing et que tous les éléments finalement, la programmation des campagnes, d'être connectés avec différents domaines, etc. Non, alors ici on va séparer plusieurs types d'informations. On va séparer la configuration de la campagne, son activation média, son reporting. Nous aujourd'hui ce qu'on a à disposition, c'est l'interface visuelle qui permet de lire la donnée, donc l'interface de DataVis. Et toute la partie statistique. Après, la partie un peu plus back, qui est la partie configuration, implantation de segments, c'est nous qui nous occupons. Évidemment, avec un partage de réflexion stratégique avec nos annonceurs. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est effectivement la partie plus stat, analyse et lecture de données. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En conclusion, vous avez l'instant par le... J'ai la conclusion. Non, mais écoutez, déjà merci pour l'attention. J'ai peut-être assez dit, mais effectivement, ce qu'on va apporter, c'est l'intelligence marketing. Aujourd'hui, vraiment, le marché de la data est très très large, il est très complexe. Aujourd'hui, tel annonceur, c'est parfaitement identifié à un moment pour un data provider 1 ou 2, est-ce que la donnée est fiable, où est-ce qu'elle provient. Et je n'ai même pas parlé de la partie RGPD, qui est un autre sujet en fait, qui permet aussi d'aller retracer la source de données. Donc, ce qu'on a souhaité, et j'espère que vous avez compris avec Henri, c'est à un moment aussi, la donnée annonceur est importante. Et à un moment, dans la réflexion aussi du message commercial et du segment qu'on veut choisir, et être recoupé sur ce qui est fait sur le marché, proposer, et surtout réfléchir mutuellement pour savoir quel message publicitaire va proposer au sein d'une campagne, pour apporter finalement un message un peu moins générique, plus personnalisé pour l'accessibilité par la médias. Voilà. Merci beaucoup. Encore bravo.